Il y a des découvertes qui changent le monde, et puis il y a des découvertes qui disparaissent avant que le monde n'ait la chance de les comprendre. À travers différents pays, différentes décennies et des domaines totalement sans lien, le même schéma se répète. Un scientifique fait une percée qui remet en question la réalité elle-même, et peu de temps après, il s'évanouit. Aucune explication, aucune preuve, juste le silence. Leur travail est effacé, leur nom discrètement supprimé et leurs idées enterrées si profondément que la plupart des gens ne réalisent même jamais qu'ils ont existé. Alors, qu'ont-ils découvert exactement et qui a décidé que nous ne devions jamais le savoir? Commençons par le premier cas. Un homme qui pourrait avoir brisé la loi la plus fondamentale de l'univers. Top 1. Celui qui a brisé la vitesse de la lumière. En 1997, au plus profond des monts Apennins en Italie, au sein du laboratoire national du Gran Sasso, un physicien théoricien peu connu nommé Dr Émile Varga s'est vu confier ce qui semblait être une tâche de routine. Officiellement, il s'agissait d'une expérience mineure d'étalonnage temporel liée à la détection de neutrinos à longue base. Ce n'était pas le genre de travail qui attire l'attention. En fait, la plupart des chercheurs confirmés considéraient à peine cela comme important. Mais ce que Varga a découvert lors d'une session nocturne allait discrètement devenir l'une des anomalies les plus troublantes jamais enregistrées dans une installation de physique européenne. Sa tâche était simple en théorie. Mesurer le temps d'arrivée des neutrinos voyageant sur une distance fixe à l'aide d'horloges atomiques étalonnées par des systèmes de télémétrie laser. C'était précis, contrôlé et bien compris. Mais soudain, quelque chose est apparu dans les données qui n'avaient aucun sens physique. Un groupe de neutrinos semblait arriver plus tôt que la lumière elle-même sur la même distance. Au début, le résultat a été rejeté comme une erreur, dérive des instruments, problème d'étalonnage, quelque chose d'explicable. Mais Varga ne l'a pas ignoré. Il a réétalonné les horloges. Il a remplacé les câbles à fibres optiques. Il a répété l'expérience encore et encore dans des conditions plus strictes. Chaque fois, il s'attendait à ce que l'anomalie disparaisse. Mais elle ne l'a pas fait. La différence était infime, mesurée en nanosecondes. Mais elle était constante. Selon la physique moderne, rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Ce n'est pas seulement une directive, c'est la limite qui maintient la causalité. Si une seule particule pouvait voyager plus vite que la lumière, alors la cause et l'effet ne seraient plus fixes. Le temps lui-même deviendrait instable, à un niveau fondamental. Varga a compris exactement ce que cela signifiait. Et au lieu de publier ses découvertes, il a choisi de garder le silence. Il a tout documenté soigneusement dans des notes privées, mais a évité les circuits académiques officiels. Au lieu de cela, il a demandé du temps expérimental supplémentaire et un plus grand isolement par rapport à l'équipe de recherche principale, presque comme s'il savait ce qui allait se passer ensuite. 3 jours après sa dernière entrée enregistrée, à 3h42 précises du matin, les registres de sécurité ont confirmé que Varga était entré dans le laboratoire. Les caméras de surveillance l'ont filmé marchant dans le couloir souterrain, transportant une mallette métallique. Mais il n'y avait aucune image de lui sortant. Plus tard le même jour, du personnel extérieur est arrivé à l'installation. Il n'était pas répertorié comme personnel universitaire, pas enregistré comme prestataire. Des techniciens ont rapporté que du matériel sensible avait été retiré de l'espace de travail de Varga, y compris le spectromètre modifié et le matériel de chronométrage. Ces disques informatiques ont été confisqués. Son bureau a été scellé sous un avis de confinement invoquant des violations de procédure, mais aucune explication n'a jamais été donnée. Des semaines plus tard, une déclaration officielle a affirmé que le docteur Varga avait souffert de stress psychologique et avait pris un congé prolongé de la recherche. Aucun dossier hospitalier n'a été produit. Aucun document de voyage n'a été trouvé.
et sa famille a été conseillée de ne plus poser de questions. Des années plus tard, des fragments d'un protocole de chronométrage presque identique à la conception de Varga sont apparus dans un brevet de défense classifié, déposé sans attribution. Les données de recherche originales n'ont jamais été récupérées. Alors, voici la question. Est-ce que Varga a vraiment observé des particules voyageant plus vite que la lumière, ou a-t-il découvert quelque chose que la réalité elle-même n'était pas censée révéler? Top 2. La caméra de la conscience. À l'été 2008, lors d'une conférence privée en neurosciences à Kyoto, au Japon, un ingénieur nommé Takashi Morimoto a présenté un appareil qu'il appelait simplement la Field Lens. Cela ne faisait pas partie du programme officiel de la conférence. Il n'y avait pas de caméra, pas de presse, et aucun public nombreux attendant une percée. La démonstration a eu lieu dans une petite salle annexe, sous une lumière tamisée, avec seulement une poignée de personnes présentes. Mais pour ceux qui étaient là, ce qui s'est passé ce soir-là est resté gravé en eux longtemps après la fin de la conférence. Selon les récits survivants, Morimoto affirmait que son appareil pouvait capturer ce qu'il décrivait comme des champs d'énergie consciente, une déclaration qui a instantanément poussé son travail dans un territoire dangereux, quelque part entre les neurosciences, la théorie quantique et la métaphysique. Morimoto a placé l'appareil devant le front d'un volontaire et a tamisé les lumières. Après un court délai, une image a commencé à se former sur un écran de projection connecté. Ce n'était pas un scan thermique. Ce n'était pas une superposition d'IRM. Ce n'était pas une simulation numérique. Ce qui est apparu était quelque chose de bien plus étrange. Une forme tourbillonnante et translucide flottant juste au-dessus de la peau du sujet, comme un nuage de flammes incolores suspendu dans l'air. Des témoins ont déclaré que l'image changeait avec la respiration du sujet et réagissait aux stimuli émotionnels. Puis la démonstration est devenue encore plus troublante. Lorsqu'un second sujet est entré dans la pièce, dans un état émotionnel agité, la forme s'est immédiatement affinée et a pulsé, comme si l'appareil ne se contentait pas d'enregistrer un signal, mais capturait quelque chose de réactif et de vivant. À ce moment-là, la pièce est tombée dans le silence. L'implication n'était plus seulement une imagerie inhabituelle, c'était une interaction. La Field Lens reposait prétendument sur une combinaison de spectroscopie proche infrarouge, d'impulsions électromagnétiques à basse fréquence et d'une grille de capteurs propriétaires que Morimoto a refusé de breveter. Selon les rares notes qui ont survécu, sa théorie était bâtie sur l'idée que le cerveau produisait des modèles d'échos quantiques s'étendant au-delà du crâne dans une enveloppe spatiale réactive. En d'autres termes, il pensait que la conscience n'était pas complètement confinée au corps et pouvait, dans les bonnes conditions, être enregistrée visuellement. Cette affirmation seule suffisait à faire reculer la communauté scientifique. S'il avait raison, cela ne modifierait pas seulement les neurosciences. Cela remettrait en question la signification même de l'identité. Où l'esprit s'arrête-t-il? Quelle partie d'un être humain existe au-delà de la chair, des os et de l'activité cérébrale mesurable? Et si quelque chose à l'extérieur du corps peut être vu, alors quoi d'autre pourrait éventuellement être mesuré ou manipulé? Le contre-coup a été rapide. Les participants à la conférence se sont publiquement distancés de la démonstration, la qualifiant d'irresponsable et de non scientifique. L'assistant de recherche de Morimoto aurait été licencié de son poste universitaire. En quelques semaines, la petite installation de recherche que Morimoto exploitait à la périphérie d'Osaka a été fermée. Des rapports locaux affirmaient que le bâtiment avait été acheté par un acheteur corporatif anonyme et réaffecté à des tests de sécurité des données. Chaque pièce d'équipement à l'intérieur a été retirée du jour au lendemain. À la fin de l'année, Morimoto lui-même avait disparu de la scène publique. Il n'a jamais été formellement déclaré disparu, mais aucune interview, aucune recherche et aucune apparition n'ont jamais suivi. Ses lignes téléphoniques ont été déconnectées. Ses adresses ont été fermées. Son site web personnel a disparu.
Des années plus tard, une image granuleuse prétendument prise lors de cette démonstration a fait surface en ligne, mais personne n'a pu vérifier son authenticité. Et cette incertitude n'a fait qu'approfondir le mystère. Alors, que s'est-il vraiment passé dans cette pièce à Kyoto? Morimoto a-t-il créé la première machine capable d'imager quelque chose au-delà du cerveau? A-t-il accidentellement révélé que la conscience s'étend à l'extérieur du corps, dans un espace que la science n'a jamais voulu reconnaître sérieusement? Ou le vrai danger n'était-il pas que les gens se moquent de son invention, mais qu'ils y croient? Parce que si l'esprit n'est pas entièrement contenu en nous, alors la frontière entre la pensée et la réalité devient bien plus mince que ce qu'on nous a toujours dit. Et si Morimoto a vraiment capturé cette frontière sur écran, alors peut-être que l'incrédulité n'a jamais été la raison de sa disparition. C'était peut-être la peur. Top 3. Le mathématicien de la 5e dimension. En 2003, lors d'une session à huis clos au Centre international de physique théorique de Trieste, en Italie, un mathématicien allemand montant, le Dr Ulrich Nauberg, a présenté un article qui n'a jamais été destiné au public. Le document portait un titre qui semblait abstrait à première vue. Pont topologique, au-delà de l'espace à 4 dimensions. Mais ce que Nauberg décrivait dans cet article était tout sauf abstrait. Il proposait un cadre pour interagir avec une 5e dimension spatiale, non pas comme une construction théorique, comme dans la théorie des cordes, mais comme quelque chose qui pourrait être accédé et manipulé dans des conditions contrôlées. Contrairement au modèle conventionnel qui traite les dimensions supérieures comme cachées et compactes, l'approche de Nauberg suggérait que la 5e dimension était repliée dans notre réalité d'une manière qui pouvait être perforée. Il la décrivait comme une couche d'espace qui influençait déjà le comportement quantique, mais restait inaccessible faute de mécanismes d'interaction appropriés. Sa théorie introduisait l'idée qu'avec des champs de torsion à haute fréquence et un réseau cristallin spécialement conçu, il pourrait être possible de créer ce qu'il appelait un microportail, une rupture temporaire dans la géométrie de l'espace lui-même. L'auditoire, composé de physiciens et de mathématiciens venus de certaines des institutions les plus respectées au monde, a réagi avec un mélange de scepticisme et de malaise. Il n'y avait pas de prototype physique, pas de démonstration, seulement des équations. Mais ces équations ont été décrites par un participant anonyme comme étant trop élégantes pour être rejetées. C'était la partie troublante. Cela ne ressemblait pas à de la spéculation. Cela semblait dangereusement proche de la réalité. Dans les semaines qui ont suivi cette présentation, Nauberg a commencé à attirer l'attention. Des invitations privées sont arrivées de branches de recherche militaires et de groupes de réflexion de haut niveau. Il voulait accéder à son travail. Il voulait explorer son potentiel. Mais Nauberg les a toutes refusées. Au lieu de s'avancer davantage sous les projecteurs, il s'est retiré. Il est retourné dans sa maison de campagne en Saxe et a totalement coupé les communications. Les emails sont restés sans réponse. Les appels téléphoniques ont été ignorés. Son profil universitaire a été supprimé sans explication. Son site web personnel, autrefois rempli de notes de recherche, a été réduit à une page blanche contenant une seule ligne de texte. La topologie peut s'effondrer de l'intérieur. Puis, en février 2004, quelque chose d'étrange a été remarqué. Un voisin a signalé que les fenêtres de la maison de Nauberg avaient été recouvertes de papier réfléchissant. Aucune fumée ne sortait de la cheminée malgré des températures glaciales. Inquiètes, les autorités ont été appelées pour effectuer une vérification de bien-être. Lorsque la police est entrée dans la maison, elle l'a trouvée complètement vide. Il n'y avait aucun signe de lutte. Aucune indication que quiconque soit parti précipitamment. But, tout à l'intérieur avait disparu. Meubles enlevés, équipements manquants. Le sous-sol, où l'on pensait que Nauberg menait ses expériences privées, avait été dépouillé jusqu'au béton nu. Une seule chose restait. Sur le sol,
Gravé directement dans la surface à l'aide de ce qui semblait être un outil de soudure, se trouvait une feuille d'équations. Des équations qui n'ont jamais été entièrement résolues. Aucun avis de disparition n'a jamais été formellement déposé. Aucune enquête n'a suivi. Et juste comme ça, Neuberg a disparu à la fois du monde académique et des registres publics. Des années plus tard, un brevet déposé par une société holding introuvable au Luxembourg a révélé un design qui ressemblait étroitement à la structure en réseau proposée par Neuberg. Il faisait référence à des concepts tels que la compression de distance non linéaire et la résonance transspatiale. La demande a été discrètement retirée sans explication. Alors, qu'a découvert exactement Neuberg? Était-ce juste une théorie mathématique qui a effrayé les mauvaises personnes? Ou a-t-il réellement trouvé un moyen d'ouvrir une porte vers une autre dimension? Parce que si même une petite partie de son travail était correcte, alors l'espace lui-même n'est pas fixe. Il est flexible. Il peut être percé, plié et remodelé. Et si c'est vrai, alors peut-être que Neuberg n'a pas disparu. Peut-être qu'il est allé là où personne d'autre ne sait comment le suivre. Top 4. L'ingénieur du champ magnétique. En 1984, dans une banlieue industrielle tranquille de Toronto, un ingénieur électricien nommé Martin Kessler a dévoilé un appareil qui, s'il était réel, n'aurait pas dû être possible. Il le décrivait comme un moteur à induction magnétique en boucle fermée, capable de produire une force de rotation continue sans aucune source de carburant externe. Il n'a pas été présenté lors d'une grande conférence, ni soutenu par une grande institution. Au lieu de cela, la démonstration a eu lieu dans un entrepôt loué, devant un petit groupe d'inventeurs indépendants, une journaliste sceptique et une équipe de télévision scientifique locale. Au centre de la pièce se trouvait la machine elle-même. Un cylindre métallique massif, construit avec des anneaux magnétiques concentriques, monté sur une base renforcée. Il n'y avait aucun câble d'alimentation visible connecté à lui. Aucune entrée d'énergie externe. Lorsque Kessler a activé l'appareil, le cylindre a commencé à tourner. Lentement au début, puis plus vite, et il ne s'est pas arrêté. Les minutes ont passé. Puis plus longtemps. La rotation a continué sans fluctuation, sans aucune source détectable de carburant ou d'électricité alimentant le système. Kessler a expliqué que son moteur n'était pas un mouvement perpétuel au sens traditionnel. Il affirmait qu'il récoltait les fluctuations magnétiques ambiantes de la croûte terrestre, les convertissant en énergie mécanique continue. Il appelait cela la récolte magnétique ambiante. Un concept qui suggérait que la planète elle-même pouvait être utilisée comme une source d'énergie illimitée. Pour les personnes présentes dans la salle, les implications ont été immédiates. Si c'était vrai, cet appareil pourrait redéfinir entièrement la production d'énergie. Pas de carburant, pas de émissions, pas de dépendance aux ressources fossiles. Mais au lieu de déclencher l'enthousiasme, la réaction qui a suivi a été étrangement étouffée. Les images télévisées enregistrées ce jour-là n'ont jamais été diffusées. Peu après la démonstration, la station qui l'avait filmée a été rachetée par un réseau plus important et le segment présentant le moteur de Kessler a été retiré de la grille de diffusion indéfiniment. La journaliste présente à l'événement a affirmé plus tard que des individus représentant un groupe de liaison gouvernementale anonyme l'avaient approché et avaient demandé toutes ses notes, invoquant des préoccupations liées à la sécurité énergétique nationale. Kessler a tenté de légitimer son invention en déposant un brevet. Il a été immédiatement refusé. L'explication officielle indiquait que les machines à mouvement perpétuel ne sont pas brevetables par la loi. Mais Kessler insistait sur le fait que sa conception ne violait pas les lois physiques. Il soutenait qu'elle était simplement basée sur un mécanisme que la science n'avait pas encore pleinement reconnu. Peu de temps après, la pression juridique a commencé à monter. Un consortium énergétique majeur l'a accusé de porter atteinte à des technologies de turbines électromagnétiques existantes.
Des procès ont suivi. Le financement a disparu. Ses comptes bancaires ont été gelés pour enquête. Chaque issue semblait se fermer à la fois. Dans une dernière déclaration publique, lors d'un petit forum communautaire, Kessler a dit quelque chose qui allait plus tard résonner bien au-delà de cette salle. « Je n'ai pas inventé de miracle. J'ai révélé un angle mort. » Puis, il a disparu. Sa maison à Scarborough a été retrouvée abandonnée. Aucun signe d'entrée par effraction. Aucune preuve de lutte. Toute la documentation, les plans et les composants liés à sa machine avaient disparu. Des voisins ont rapporté plus tard avoir vu des camionnettes banalisées garées devant sa maison pendant la nuit, emportant de grandes caisses quelques jours seulement avant sa disparition. Les autorités locales ont refusé d'enquêter, déclarant qu'il n'y avait aucune indication d'acte criminel. Lorsque la journaliste qui avait assisté à la démonstration a tenté de faire un suivi, on lui a dit que Kessler avait déménagé dans des circonstances non divulguées et qu'une enquête plus approfondie n'était pas dans l'intérêt de l'ordre public. Des années plus tard, l'un des participants a prétendu posséder encore une copie des images vidéo originales. Mais chaque tentative de les publier a échoué. Les images étaient retirées des plateformes presque immédiatement après avoir été mises en ligne, signalées sous des réclamations de droits d'auteur par des entités inconnues. Même les copies hors ligne auraient été corrompues. Et puis, plus rien. Alors, que s'est-il vraiment passé dans cet entrepôt en 1984 ? Kessler a-t-il vraiment découvert un moyen d'extraire une énergie illimitée du champ magnétique terrestre ? Ou a-t-il exposé quelque chose qui menaçait tout un système mondial bâti sur la rareté ? Parce que si sa machine a fonctionné, ne serait-ce qu'une fois, alors la question n'est plus la science. C'est de savoir pourquoi le monde n'a plus jamais été autorisé à la voir. Top 5. Le guérisseur cellulaire sonique. En 2011, au sein d'un cercle de recherche médicale restreint mais très lié à Buenos Aires, un biophysicien nommé Dr Alejo Barragán a présenté un appareil qui ressemblait plus à de la science-fiction qu'à de la médecine. Il affirmait qu'il pouvait restaurer les tissus humains endommagés en utilisant uniquement des fréquences sonores précisément calibrées. Pas de médicaments, pas de chirurgie, juste des vibrations. Au début, beaucoup ont rejeté l'idée d'emblée. Mais ce qui a suivi a été difficile à ignorer. Barragán a mené une série d'essais contrôlés, en collaboration avec un hôpital privé affilié à une université locale. Les premiers résultats n'ont pas été largement publiés, mais ceux qui en ont été témoins ont décrit quelque chose d'extraordinaire. Des tissus musculaires endommagés par des micro-déchirures ont commencé à se régénérer à une vitesse accélérée. Des brûlures localisées ont montré des réponses de guérison rapides. Le cas le plus frappant concernait un patient souffrant de brûlures au second degré. Après seulement 3 séances avec l'appareil de Barragán, la surface de la plaie aurait diminué de plus de 60%, sans cicatrice visible et sans intervention pharmaceutique. Selon Barragán, le mécanisme reposait sur un ciblage acoustique à haute résolution. Des fréquences spécifiques étaient dirigées vers les cellules endommagées, induisant des oscillations contrôlées dans les membranes cellulaires. Ce processus, affirmait-il, accélérait la synthèse des protéines et améliorait la réparation mitochondriale, permettant efficacement au corps de se guérir lui-même à une vitesse considérablement accrue. Si c'était vrai, les implications étaient énormes. Cela pourrait redéfinir entièrement la médecine moderne. Plus de procédures invasives, plus de longues périodes de récupération. Des catégories entières de traitements pourraient devenir obsolètes. Et c'est exactement là que les choses ont commencé à basculer. Malgré les résultats, aucune revue évaluée par des pairs n'a accepté ces recherches. Aucune des données des essais n'est apparue dans les bases de données médicales publiques. En quelques semaines, l'université a retiré son soutien, invoquant des inquiétudes sur la transparence méthodologique. Barragán a été discrètement démis de la faculté de recherche. Aucune explication officielle
n'a été donné au-delà de vagues références à des problèmes de protocole. Déterminé à aller de l'avant, il a tenté de présenter ses conclusions lors d'un symposium sur la médecine régénérative à Genève. Mais à son arrivée, son créneau de présentation a été brusquement annulé. Ses bagages ont été saisis pour ce qui a été décrit comme un contrôle de sécurité de routine. Aucune autre explication n'a été fournie. Il est retourné en Argentine visiblement secoué et s'est retiré de la vie publique. Des collègues qui ont ensuite visité son laboratoire privé à la périphérie de Tigre ont remarqué quelque chose d'inhabituel. Le laboratoire, autrefois ouvert et collaboratif, était devenu lourdement sécurisé. Des caméras de surveillance surveillaient le périmètre. Des verrous biométriques contrôlaient l'accès à l'intérieur. C'était un changement radical pour un homme qui avait auparavant encouragé le libre-échange scientifique. Quelque chose avait clairement changé. Puis, en octobre 2012, on a appris qu'un accident avait eu lieu. La voiture de Barragan avait plongé d'un pont dans le fleuve Paraná. Le véhicule a été récupéré. Son corps ne l'a pas été. Des funérailles à cercueil fermé ont eu lieu, auxquelles ont assisté discrètement plusieurs représentants du gouvernement. Les rapports officiels ont attribué l'accident à une défaillance mécanique. Mais des mécaniciens familiers, avec son véhicule, ont déclaré qu'il avait été entièrement révisé quelques jours seulement avant l'incident. Peu après, des rumeurs ont commencé à circuler. Certains affirmaient que des éléments de l'équipement de recherche de Barragan avaient été transférés dans une installation de sous-traitants de défense au nord de Cordoba. Ces rapports n'ont jamais été confirmés. Cependant, un document militaire argentin déclassifié, publié des années plus tard, faisait brièvement référence à un accélérateur biologique non invasif, avant d'être lourdement censuré dans les versions ultérieures. Alors, qu'est-ce que Barragan a réellement créé? Était-ce simplement un dispositif médical expérimental qui a échoué sous examen? Ou a-t-il débloqué une méthode de guérison qui aurait perturbé tout un système mondial bâti autour des traitements à long terme et de la dépendance? Parce que si le son seul pouvait réparer le corps humain, alors la médecine ne consisterait plus à gérer la maladie. Il s'agirait de l'éliminer. Et ce genre de basculement ne change pas seulement les soins de santé. Cela change tout. Alors la vraie question n'est pas de savoir si son appareil fonctionnait, c'est de savoir s'il fonctionnait trop bien. Top 6. Le physicien du transfert de pensée. En 1995, au sein de la division de neurophysique du Centre national de la recherche scientifique, CNRS en France, un jeune physicien expérimental nommé Dr Lucien Artaud a commencé à travailler sur une idée que beaucoup considéraient initialement comme philosophique plutôt que scientifique. Il l'appelait les champs d'information non locaux. Une théorie suggérant que, sous certaines conditions, les pensées humaines pourraient être transmises directement d'un cerveau à un autre sans aucune connexion physique. À l'époque, le concept semblait extrême. Mais Artaud l'a abordé avec rigueur. Il a combiné des modèles d'intrication quantique avec la résonance neurochimique, proposant qu'une fois les pensées stabilisées sous forme d'ondes mesurables, elles pourraient être transmises et reçues d'une manière similaire aux signaux radio. C'était une idée audacieuse, mais contrairement à de nombreuses théories spéculatives, Artaud ne s'est pas arrêté à la théorie. Il a construit une expérience pour la tester. Le dispositif consistait en 2 chambres isolées, chacune blindée par des couches de protection Faraday pour bloquer toute interférence électromagnétique connue. Dans chaque chambre, un volontaire était placé. L'un agissait comme émetteur, se concentrant sur une forme géométrique simple. L'autre, le récepteur, devait décrire toute image qui lui venait à l'esprit. Le système comprenait une surveillance EEG à large spectre et des émetteurs de signaux à basse fréquence conçus pour synchroniser les schémas neuronaux entre les 2 sujets. Ce qui s'est passé ensuite a été difficile à expliquer. À travers des dizaines d'essais, le récepteur a systématiquement identifié la bonne forme à des taux dépassant de loin la probabilité statistique. Pas de temps en temps, pas de manière aléatoire,
mais avec un niveau de précision qui suggérait que quelque chose de réel se passait entre les deux esprits isolés. Artaud a gardé ses expériences cachées pendant plus d'1 an. Il a recueilli des données discrètement, sans supervision formelle, probablement conscient de la controverse que susciteraient les résultats. Mais finalement, l'information a commencé à fuiter par les canaux internes. Et dès que ce fut le cas, la réponse fut immédiate. Il a été convoqué devant un comité d'éthique et accusé de mener des expériences humaines non autorisées. Son financement a été révoqué, son équipement a été confisqué, son travail a été effectivement arrêté du jour au lendemain. Pourtant, malgré cela, Artaud s'est préparé à présenter une version révisée de sa théorie lors d'un symposium à Zurich. L'article s'intitulait « Interférences cognitives dans les champs non locaux », un cadrage plus retenu de la même idée. Cela aurait été son premier pas officiel dans l'arène scientifique publique. Il n'y est jamais arrivé. La nuit précédant son vol prévu, Artaud s'est enfermé dans son appartement de recherche à Toulouse. Selon les registres de l'immeuble, le verrou n'a jamais été déverrouillé. Personne ne l'a vu partir. Des jours plus tard, lorsque les autorités ont forcé l'entrée, elles ont trouvé l'appartement intact. La nourriture était encore tiède sur la table. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucune indication de fuite. Mais son ordinateur portable avait disparu. Et sur le mur au-dessus de son espace de travail, écrit à la craie bleue, se trouvaient 2 mots. Ça a marché. Après cela, tout ce qui était lié à lui a commencé à disparaître. Son nom a été discrètement retiré des registres de recherche. Aucune déclaration officielle n'a été publiée par l'institution. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Des mois plus tard, une start-up en neurosciences en Californie a publié une annonce vague sur le développement de protocoles d'empathie synthétique, un concept qui présentait une ressemblance troublante avec le travail d'Artaud. Aucun des fondateurs ne l'a mentionné. Les tentatives de contacter l'entreprise à propos d'un quelconque lien se sont heurtées au silence. Alors, qu'est-ce qu'Artaud a exactement prouvé? Était-ce une anomalie statistique mal comprise par un chercheur ambitieux? Ou a-t-il apporté la première preuve réelle que les pensées humaines peuvent passer d'un esprit à un autre sans aucun support physique? Parce que si cela est possible, alors les implications vont bien au-delà de la communication. La vie privée n'existerait plus telle que nous la comprenons. L'identité ne serait plus entièrement contenue dans l'individu. L'autonomie elle-même pourrait être remise en question. Et c'est peut-être pour cela que son travail n'est jamais arrivé à Zurich. Parce que certaines découvertes ne changent pas seulement la science. Elles changent ce que signifie être humain. Top 7. L'harmonisateur d'ADN. En 2006, dans un petit laboratoire hautement spécialisé de la périphérie de Berne, en Suisse, une généticienne nommée Dre-Helena Zelena a commencé à travailler sur un concept qui brouillait la frontière entre la biologie et le son. Contrairement à la plupart des chercheurs de son domaine, Zelena était non seulement formée en génétique moléculaire, mais aussi en physique acoustique. Son travail portait sur une idée radicale, que l'ADN pourrait répondre non seulement aux signaux chimiques, mais aussi à des modèles précis de vibrations. Au début, la théorie semblait inhabituelle, mais pas tout à fait impossible. Le domaine de l'épigénétique avait déjà montré que l'expression des gènes pouvait être influencée par des facteurs environnementaux. Zelena a simplement poussé cette idée plus loin. Elle a proposé que des fréquences sonores spécifiques puissent interagir avec les structures cellulaires, de manière à déclencher des réponses génétiques, presque comme une forme de résonance biologique. Ces expériences étaient menées dans des conditions strictement contrôlées. Utilisant des cellules fibroblastes, elle les a exposées à des ondes acoustiques soigneusement calibrées, générées par un système de transducteurs propriétaires. Les fréquences n'étaient pas aléatoires. Chacune était réglée pour interagir avec des processus cellulaires spécifiques. Après une exposition répétée, quelque chose d'inattendu a commencé à se produire. Des gènes dormants ont commencé à s'activer.
des gènes associés à la réparation des tissus, aux réponses anti-inflammatoires et aux fonctions régénératrices ont montré des augmentations mesurables d'expression. Dans certains cas, les changements n'étaient pas temporaires. Ils persistaient même après l'arrêt de la stimulation acoustique. Selon les conclusions internes de Zelena, certains modèles de fréquences semblaient influencer le comportement des télomères, suggérant la possibilité de ralentir ou même d'inverser partiellement le vieillissement cellulaire. Si c'était vrai, les implications étaient stupéfiantes. Le vieillissement, la maladie, la dégénérescence, tout cela pourrait potentiellement être traité non pas par des médicaments ou la chirurgie, mais par des sons précisément accordés. Cela représenterait un changement complet dans la façon dont l'humanité comprend la biologie. Non pas comme un système purement chimique, mais comme quelque chose de réactif aux fréquences et aux vibrations. Zelena n'a pas publié immédiatement ses conclusions. Au lieu de cela, elle les a présentées lors d'une session à huis clos à Genève à un groupe sélectionné d'investisseurs en biotechnologie et de figures de l'industrie. Selon les personnes présentes, l'atmosphère dans la salle était tendue. Certains y voyaient un énorme potentiel commercial. D'autres étaient visiblement troublés par ce que cela pourrait signifier. Quelques jours après cette réunion, Zelena a coupé toute communication. Son laboratoire a été retrouvé abandonné 2 semaines plus tard. Les serveurs de recherche avaient été vidés. Les disques de sauvegarde stockés dans un coffre-fort sécurisé manquaient. Les caméras de surveillance de la propriété avaient été désactivées pendant plus de 72 heures avant la découverte. Malgré des signes évidents d'effraction, aucune enquête formelle n'a été menée. Ses affiliations académiques ont été discrètement effacées. Ses comptes de messagerie renvoyaient des réponses automatiques. Ses profils sociaux ont disparu. On a dit à ses collègues qu'elle avait accepté un poste de recherche privé à l'étranger, mais aucune institution n'a jamais confirmé sa présence. Des années plus tard, un article scientifique anonyme a fait une brève apparition en ligne. Il décrivait des techniques de modulation génétique acoustique utilisant une terminologie presque identique au travail original de Zelena. Le document n'a été disponible que quelques heures avant d'être retiré. Alors, qu'est-il vraiment arrivé à Elena Zelena? A-t-elle découvert une nouvelle couche de biologie qui pourrait permettre aux humains de réécrire leur propre expression génétique? Ou a-t-elle pénétré dans un espace où la ligne entre la guérison et l'augmentation est devenue trop dangereuse pour être contrôlée? Parce que, si l'ADN peut être influencé par le son, alors le corps humain n'est pas seulement un système chimique. C'est quelque chose qui peut être accordé. Et si c'est vrai, alors la question n'est plus de savoir si nous pouvons nous changer. C'est de savoir qui décide comment. Top 8. Le chercheur sur le champ d'invisibilité. En 1992, au sein d'un laboratoire d'optique classifié caché dans le désert de Mojave, un physicien nommé Dr Raymond Collier a commencé à travailler sur un concept qui n'existait depuis longtemps que dans la théorie spéculative. Contrairement aux approches traditionnelles de l'invisibilité, qui consistaient à courber la lumière autour d'un objet ou à utiliser un camouflage avancé, Collier poursuivait quelque chose de bien plus troublant. Il visait à rendre les objets invisibles non pas en modifiant l'objet lui-même, mais en modifiant la façon dont le cerveau humain le percevait. Sa méthode se concentrait sur la manipulation des différentiels de phase spatiale, perturbant essentiellement la manière dont les informations visuelles étaient traitées par un observateur. Au lieu de cacher un objet à la lumière, son système interférait avec la perception, créant un champ qui convainquait le cerveau qu'il n'y avait rien à voir. La percée aurait eu lieu lors d'un test contrôlé, impliquant une nacelle de confinement doublée d'un filet réfléchissant polarisé. Lorsqu'ils ont été exposés à une interférence micro-ondes synchronisée et à un retour électromagnétique pulsé, les observateurs, dans une salle de visionnage séparée, ont commencé à rapporter quelque chose d'étrange. L'objet à l'intérieur de la chambre a semblé se déformer, puis scintiller. Et puis,
il avait simplement disparu. Mais l'équipement racontait une autre histoire. Les capteurs détectaient toujours la masse de l'objet. Les relevés thermiques restaient inchangés. Les échos acoustiques confirmaient sa présence. Physiquement, rien n'avait disparu. Pourtant, visuellement, il n'était plus là. Ce n'était pas l'invisibilité au sens traditionnel. C'était quelque chose de bien plus inquiétant. C'était la suppression de la perception elle-même. Collier a documenté les résultats et a demandé des tests prolongés. Mais au lieu d'une approbation, il a été soumis à une évaluation psychologique obligatoire. La conclusion officielle affirmait qu'il vivait un épisode dissociatif induit par le stress. Son habilitation de sécurité a été suspendue. Le projet a été réaffecté. Cependant, les collègues qui ont examiné les données internes n'ont vu aucune preuve d'instabilité. Ce qu'ils ont vu à la place, c'est une découverte qui remettait en question la relation fondamentale entre l'observation et la réalité. 3 mois plus tard, Collier a disparu. L'installation a rapporté qu'il avait été libéré et qu'il était retourné chez lui en Arizona. Mais, quand quelqu'un est allé vérifier, sa résidence a été trouvée vide. Son véhicule était toujours garé devant. Le courrier avait commencé à s'accumuler. Un voisin a rapporté plus tard avoir vu 2 camionnettes banalisées devant la maison la nuit avant sa disparition. Les images de vidéosurveillance de la zone avaient été effacées. Aucun dossier de disparition n'a été officiellement ouvert. Peu après, toutes les références aux recherches de Collier ont été retirées des dossiers internes. Même les mentions informelles dans les communications ont été supprimées. Les employés qui tentaient de discuter de son travail étaient mis en garde contre la propagation de désinformations classifiées. La division dans laquelle il travaillait a été restructurée et absorbée dans un programme plus vaste, qui a reçu un budget considérablement accru l'année suivante. Mais peut-être que le détail le plus troublant est venu plus tard. Un agent d'entretien de l'installation de test originale aurait découvert l'une des blouses de laboratoire de Collier rangée dans un casier scellé. Dans la poche se trouvait une photographie de la chambre de test, complètement vide. Au dos de la photo, écrit d'une main irrégulière, se trouvaient ces mots « Ce que vous voyez n'est pas toujours ce qui est là. Ce qui est là n'est pas toujours vu. » Alors, qu'est-ce que Collier a exactement créé? Était-ce simplement une illusion d'optique expérimentale mal comprise par son entourage? Ou a-t-il développé un champ capable de modifier la perception humaine à un niveau fondamental? Parce que si la réalité peut être manipulée non pas en changeant le monde, mais en changeant notre façon de le voir, alors l'invisibilité ne consiste plus à cacher des objets. Il s'agit de contrôler la vérité elle-même. Top 9. Celui qui a relancé la fusion à froid. En 2009, lors d'un sommet sur les énergies alternatives peu connu à Vilnius, en Lituanie, un chimiste solitaire nommé Dr Szymon Reznik est revenu sur le devant de la scène publique après des années de silence. Autrefois, affilié à l'Académie des sciences de Russie, Reznik avait passé près d'une décennie à travailler dans l'isolement. Lorsqu'il a enfin pris la parole, son affirmation était aussi audacieuse que controversée. Il croyait avoir réussi à créer une réaction de fusion, à froid stable, à l'intérieur d'un appareil assez petit, pour tenir sur une table. La fusion à froid a longtemps été considérée comme l'un des objectifs les plus insaisissables de la science moderne. Les tentatives précédentes avaient été rejetées, ridiculisées ou discréditées. Mais Reznik insistait sur le fait que son approche était différente. Son système utilisait des électrodes de palladium immergées dans de l'eau lourde, combinées à un contrôle précis des conditions thermiques et électromagnétiques. Selon les personnes présentes lors de la démonstration, le dispositif comprenait des lectures calorimétriques en temps réel, un équipement de détection de neutrons et plusieurs niveaux de mesure conçus pour exclure les explications chimiques conventionnelles. La démonstration elle-même a eu lieu à huis clos. Une petite chambre métallique a produit une chaleur soutenue
qui dépassait considérablement l'énergie injectée dans le système. Des capteurs de radiation ont détecté des émissions de neutrons faibles, mais constantes, une signature typiquement associée aux réactions nucléaires. Pourtant, il n'y avait pas de fuite de radiation dangereuse, pas d'instabilité et aucune dégradation visible du système. Reznik parlait calmement, sans théâtralisme. Il ne présentait pas cela comme un miracle. Il le présentait comme une correction. À la fin de son intervention, il a fait une déclaration qui a laissé la salle dans le silence. Nous avons toujours supposé que l'avenir de l'énergie devait exploser, mais peut-être qu'il bourdonne à la place. Ce qui a suivi n'était pas de la reconnaissance, c'était de la pression. Dans les 48 heures, les organisateurs de la conférence ont commencé à recevoir des menaces juridiques de la part d'un consortium d'investisseurs énergétiques. Le lieu a annulé tous les événements scientifiques futurs. Reznik a décliné toutes les demandes d'interview. Les notes imprimées qu'il a distribuées se sont révélées plus tard contenir des inexactitudes délibérées. Il a admis en privé à une journaliste qu'il avait fait cela intentionnellement, afin que personne ne puisse reproduire son travail trop rapidement. Peu après son retour chez lui, son appartement aurait été cambriolé. Rien d'évident n'a été volé, mais Reznik est devenu convaincu d'être sous surveillance. Il s'est retiré de la vie publique, a fermé son espace de recherche et a coupé les ponts avec ses collègues. Puis, au début de 2010, une brève notice nécrologique est parue dans un journal local. Elle indiquait que Reznik était décédé d'une crise cardiaque à son domicile. Aucun rapport d'autopsie n'a été rendu public. Les funérailles ont été privées, en présence d'un petit nombre d'individus dont l'identité n'a jamais été révélée. Lorsque des chercheurs ont tenté de localiser son prototype, ils n'ont presque rien trouvé. Le laboratoire montrait des signes de dommages thermiques intenses. L'équipement avait été retiré. Aucun plan n'a été récupéré. Il ne restait que des fragments, comme si quelque chose avait été délibérément effacé. Dans les années qui ont suivi, plusieurs start-up de l'énergie ont discrètement déposé des brevets utilisant une terminologie frappante et similaire au travail de Reznik. Des expressions telles que transmutation nucléaire, assistée par réseau et génération de chaleur anormale, ont commencé à apparaître dans des documents appartenant à des sociétés écrans. Aucun d'eux ne mentionnait son nom. Alors, qu'est-ce que Reznik a réellement accompli? Était-ce une autre tentative ratée d'une idée discréditée depuis longtemps? Ou a-t-il brièvement débloqué une source d'énergie propre et presque illimitée qui aurait pu remplacer des industries entières du jour au lendemain? Parce que si la fusion à froid avait vraiment été stabilisée, ne serait-ce qu'un instant, cela ne changerait pas seulement la production d'énergie. Cela changerait l'équilibre des pouvoirs dans le monde entier. Et c'est peut-être pour cela que son travail n'a pas déclenché de révolution. Peut-être qu'il n'en a jamais eu l'autorisation. Top 10. L'expérimentateur de la compression temporelle. En 1998, dans une installation expérimentale isolée cachée au cœur des Carpates en Roumanie, un physicien nommé Dr Istvan Korin a commencé à mener une série d'expériences qui remettaient en question l'un des aspects les plus fondamentaux de la réalité, le temps lui-même. Son travail ne portait pas sur le voyage dans le temps au sens traditionnel. Il n'essayait pas d'avancer ou de reculer dans le temps. Au lieu de cela, il tentait quelque chose de bien plus subtil et potentiellement bien plus dangereux. Il voulait compresser le temps. La théorie de Korin reposait sur la manipulation de gradients temporels localisés à l'aide de champs électromagnétiques rotatifs synchronisés combinés à des impulsions d'ondes scalaires. Contrairement au modèle de dilatation du temps d'Einstein, qui dépend de la vitesse ou de la gravité, Korin pensait que le temps pouvait être modifié dans un espace confiné par des conditions de champ techniques. Il envisageait de créer un environnement scellé où le temps s'écoulerait à un rythme différent par rapport au monde extérieur. La chambre expérimentale, appelée en interne la chronocellule, était construite à l'aide d'un réseau dense de bobines de niobium supraconductrices.
Elle était équipée d'horloges atomiques synchronisées, placées à l'intérieur et à l'extérieur de la chambre pour mesurer tout écart temporel. Les premiers tests ont été menés sur des objets simples. Une bougie allumée, un glaçon en train de fondre, une montre mécanique. Les résultats ont été subtils au début, mais indéniables. L'horloge interne a commencé à accuser un retard sur l'horloge externe. Les objets à l'intérieur de la chambre semblaient changer à un rythme légèrement plus lent. Lorsque les enregistrements étaient visionnés, la différence devenait plus claire. Le temps à l'intérieur de la chambre passait plus lentement. Pas de manière spectaculaire, mais de manière mesurable. Et à chaque test successif, l'effet devenait plus prononcé. Corin pensait avoir créé ce qu'il décrivait comme un puits temporel, une poche localisée où le temps s'écoulait différemment. Il théorisait qu'avec un étalonnage approprié, il serait possible pour un sujet humain d'entrer dans la chambre et de ne vivre que quelques minutes alors que des heures passeraient à l'extérieur. Finalement, il a décidé de le tester lui-même. Selon les dossiers internes, Corin est entré dans la chambre pour ce qui devait être une expérience de 60 minutes, du point de vue extérieur. À l'intérieur, il s'attendait à ne vivre qu'une fraction de ce temps. La chambre était scellée. Les systèmes de surveillance étaient actifs. Tout semblait normal. 60 minutes ont passé. Puis plus de temps a passé. Lorsque les techniciens ont finalement ouvert la chambre, ils l'ont trouvée complètement vide. Il n'y avait aucun signe de dysfonctionnement, aucune brèche dans le système de confinement, aucun résidu biologique. Les images de vidéosurveillance ont confirmé que Corin était entré dans la chambre, mais aucune ne l'a montré en train de sortir. À l'intérieur du système, les journaux de données avaient été effacés. La caméra interne n'affichait que de la neige. Les autorités ont été prévenues, mais la réponse a été immédiate et contrôlée. L'installation a été fermée en quelques jours. Le personnel a été tenu de signer des accords de confidentialité supplémentaires. L'équipement a été démantelé et transféré vers un lieu tenu secret. On a dit à la famille de Corin qu'il était mort lors d'une expérience classifiée. Aucun reste n'a jamais été récupéré. Aucun autre détail n'a été fourni. Alors, qu'est-il vraiment passé dans cette chambre? Corin a-t-il fait une erreur de calcul et s'est-il détruit dans un champ instable? Ou a-t-il réussi à créer un espace où le temps ne s'écoulait plus de la même manière? Et n'est-il simplement jamais revenu? Parce que si son expérience a fonctionné, alors les implications sont presque impossibles à concevoir. Une personne pourrait entrer dans une chambre et vivre des minutes alors que des années s'écoulent à l'extérieur. Des vies entières pourraient se dérouler différemment selon l'endroit où l'on se trouve. Et si le temps lui-même peut être remodelé, alors la disparition ne se limite plus à l'espace. Cela devient quelque chose de bien plus troublant. On ne disparaît pas seulement d'un lieu, on disparaît d'un instant. Ces 10 cas, répartis dans différents pays, différentes disciplines et différentes décennies, peuvent sembler sans lien au premier abord. Mais lorsqu'on les place côte à côte, un schéma commence à émerger. Chaque scientifique a repoussé les limites acceptées. Chacun a découvert quelque chose qui remettait en question les fondements de la physique, de la biologie ou de la conscience elle-même. Et dans chaque cas, ce qui a suivi n'était pas la reconnaissance, mais la disparition. Pas le débat, mais le silence. Alors la question n'est plus de savoir si ces découvertes étaient réelles. La question est, qui décide quelle connaissance le monde est autorisé à posséder? Et si des percées peuvent disparaître aussi facilement, alors quelle part de la réalité n'avons-nous jamais été autorisés à voir? Si vous avez trouvé cette vidéo inspirante, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de rester avec nous. Car certaines vérités ne disparaissent pas. Elles attendent juste d'être découvertes.